Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bonjour et bienvenue au podcast Élévaction. Aujourd'hui, dans un épisode solo avec moi, Maude Perron, où ce que j'ai envie de te parler de yoga. Reste avec moi. Peut-être que tu as déjà des idées en tête quand je dis le mot yoga. Et je t'invite même à compléter cette phrase-là qui est, pour moi, le yoga, c'est. C'est quoi pour toi du yoga? Parce que je trouve qu'il y a différentes choses à démystifier ou à mieux comprendre à travers le yoga qui est assez populaire, mais aussi parfois un peu controversé. On entend ça des fois, ça a l'air d'une secte ou faut être flexible. Moi, je suis pas assez flexible. Il y a plusieurs mythes par rapport au yoga et c'est ça que je vais avoir envie de parler avec toi. Donc, je vais commencer par te parler de mon histoire avec le yoga. Ensuite de ça, je vais te parler des mythes par rapport au yoga. Je vais te parler de l'histoire du yoga, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du yoga. Puis tu viens de m'entendre dire faire du yoga. Moi, j'aime souvent aussi vivre le yoga parce que tu peux faire du yoga ou vivre le yoga dans ton quotidien. Je vais t'expliquer ça. Et ensuite de ça, je vais te parler des types de yoga, qui est souvent une question que je reçois aussi. Lorsque tu as envie de t'abonner dans un studio puis tu regardes les types de cours, bien, ça pourra t'éclairer aussi sur les types de yoga. Donc, on commence maintenant avec mon histoire avec le yoga. Ça a commencé pour moi en 2014, donc aujourd'hui, si tu m'écoutes en 2024, ça fait déjà 10 ans que je pratique le yoga. En 2014, en fait, il faut comprendre que moi, je suis une performante dans l'âme et aujourd'hui, je parle de mieux-être. C'est le yoga qui m'a apporté ça, le bien-être, le mieux-être. Mais avant, j'étais juste dans la performance. D'une certaine façon, j'étais vraiment celle qui voulait des résultats dans différentes sphères de vie, qui cherchait tout le temps à faire plus, faire. Le yoga t'amène dans l'être, t'amène dans qui tu es, sans nécessairement que tu aies besoin de faire plus. Ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai commencé avec des cours de hot yoga. Comment que ça s'est passé? C'est que je m'entraînais déjà au gym et j'avais vu ça passer, des cours de hot yoga. J'aime la chaleur en hiver. Il me semble que ça ferait du bien d'être dans un studio, d'être dans un endroit où il fait chaud. Donc, j'ai commencé avec le hot yoga. Mais ce qu'il faut savoir aussi à ce moment-là, c'est que j'avais des plaques rouges sur le corps. On appelle ça de l'urticaire. Et j'allais découvrir un beau message de mon corps que je ne connaissais pas encore. Je t'explique. Lorsque ça a commencé, je pouvais être en train de parler à une personne, puis j'avais des plaques rouges là, qui devenaient comme chaudes, ça piquait à différentes places sur le corps, souvent sur les bras, souvent dans le cou ici, que même que c'était difficile à cacher. Puis, quand que j'ai vu ça, la première fois, j'ai fait « Oh my God, je fais une allergie ». Donc, j'ai voulu penser tout de suite à ce que j'avais mangé dans la journée. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un médecin au privé pour avoir des tests d'allergie. Donc, lui, il allait me référer à un allergologue. Ça a été mon premier réflexe. J'étais sûre que c'était une allergie. J'ai fait des tests d'allergie. J'ai tout revu mon alimentation. J'ai revu mon détergent à lessive. J'ai revu mes produits pour le corps, ce que je prenais dans ma douche. Ce qui est une bonne chose en soi parce que j'ai compris qu'il y a des produits plus naturels que d'autres, puis que je cherchais à avoir plus de produits naturels. Mais ça ne partait pas. Même si j'étais rendue à faire tous les tests d'allergie, puis de me demander si c'était aux tomates que j'étais allergique ou aux oranges ou à quoi, c'était pas ça. C'était pas la cause. Donc, j'ai fait un bon processus avec un allergologue jusqu'à réaliser que peut-être que je suis allergique à rien parce que même si on modifie mon alimentation complètement, même si je modifie mes produits, ça arrivait encore. Peut-être que tu me vois déjà venir, tu vois qu'est-ce que mon message essayait de me dire, mais à ce moment-là, moi, j'ai pas pensé que c'était ça et je vais te dire tantôt c'est quoi. Ensuite, je suis allée voir un dermatologue. Donc, le dermatologue m'a proposé des belles petites crèmes. Donc, c'est souvent ce qu'on va faire aussi quand on a un symptôme, c'est qu'on va essayer de trouver quelque chose qui va atténuer le symptôme, mais je ne connaissais pas la cause encore. Donc là, j'ai essayé des crèmes, plusieurs crèmes à tous les coups, des crèmes spécialisées, et ça revenait encore. Donc, il faut comprendre, j'avais des plaques rouges, ça devenait assez gênant aussi parce que des fois, moi, dans mon travail, bien, je rencontrais énormément de personnes, puis j'étais en train de parler à quelqu'un que je viens tout juste de rencontrer, puis je deviens comme plaqué rouge, puis ça devenait inquiétant aussi. Tu sais, même moi, je me disais, avec ça, ben, je me souviens d'un moment que je m'en avais monté une montagne parce que j'allais dormir en randonnée camping en haut de la montagne,
Puis je me suis dit, ben là, il ne faut pas que je fasse une crise d'allergie. Tu sais, moi, ça me stressait. Fait que je me disais, il va y avoir d'autres conséquences à ça? Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'allais faire du yoga, j'avais plus ça. Donc, j'allais au yoga, exemple, le lundi soir, et le mardi, je me sentais bien, je me sentais plus zen, je me sentais plus calme et j'avais pas de plaques rouges. La semaine avançait, rendu au jeudi, j'avais des plaques rouges. Le vendredi, j'avais des plaques rouges. Le samedi, je retournais au yoga une fois semaine. Et je disais, je vais faire un peu plus de yoga, on va voir si c'est ça. Et les plaques rouges ont disparu parce que j'ai intégré une pratique régulière de yoga, ce qui m'a apporté des bienfaits à l'intérieur. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas un conseil d'expert que je te donne en ce moment. C'est mon expérience à moi, c'est comment moi j'ai vécu cette réalité-là. Donc, si ça s'applique à toi, va chercher les conseils professionnels et peut-être que le yoga est ta solution aussi. Mais je te dis bien, tu es maître de tes décisions et je te partage simplement mon expérience. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est qu'à ce moment-là, quand j'ai intégré le yoga dans ma vie, j'ai senti un mieux-être. J'ai senti que je me sentais bien, puis je devenais aussi une meilleure personne. Ça, c'est mon expérience. Je te dis comment je me sens avec le yoga. Je sens que je deviens une meilleure personne parce que ça m'apporte énormément de bienfaits à l'extérieur de mon tapis de yoga. Pourquoi? Parce que quand tu fais du yoga, tu ne réfléchis pas à ta liste d'épicerie, puis ce que tu as à faire le lendemain, puis tes objectifs. Ça t'amène vraiment dans un moment présent parce que c'est le concept même de la méditation, c'est d'observer les pensées sans t'y attacher. Et si tu réussis à faire ça, et je te dis, ça prend de la pratique, c'est pas évident au début, mais quand tu réussis à faire ça, c'est quand il arrive un défi, tu vas aussi observer le défi sans t'y attacher. Quand tu vas vivre des grosses émotions, tu vas être capable d'observer ce qui se passe dans ton corps sans te laisser submerger par tes émotions. Donc, ça m'apportait vraiment une belle notion d'intelligence émotionnelle, de distanciation face aux défis que j'allais rencontrer et je devenais une meilleure version de moi-même. C'est sûr que j'ai voulu continuer, tu comprendras. Donc, en 2014, je commence le yoga dans un studio de hot yoga et je décide d'engager aussi une prof pour avoir des cours en privé. Je voulais comprendre c'est quoi une salutation au soleil, c'est quoi le chien tête en bas, est-ce que cette personne-là pouvait me réajuster, réaligner pour que je sois mieux dans mes postures et je voulais être plus structurée dans ma pratique de yoga. Ce que j'ai compris par la suite, c'est que la structure est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est la respiration. Donc, dans mes premiers cours en privé, ma prof, que j'adore, Julie, elle me montrait à respirer. Ben voyons, Maude, qu'est-ce que tu fais là à apprendre à respirer? Tu respires depuis toute ta vie. Mais est-ce que tu sais comment respirer? Moi, je ne le savais pas. Je respirais en mode survie. En mode survie, là, c'est quand tu respires juste ici au niveau de la poitrine. Tu peux le faire en ce moment, là. Regarde par où tu respires. Est-ce que ton air se dirige jusqu'à ton ventre? Comme un enfant. Lorsque tu regardes un jeune enfant respirer, tu vas voir son ventre se gonfler. Mais lorsqu'on est stressé, on respire beaucoup ici au niveau de la poitrine. Donc, le diaphragme, qui est un muscle juste en dessous des poumons, il devient très contracté, très rigide. Et il ne peut pas aller chercher sa pleine expansion pour que tes poumons puissent justement aller chercher leur expansion et respirer davantage dans ton corps. Donc, ça, c'est des choses maintenant que j'explique, que ce soit en formation ou dans les retraites, parce que ça a vraiment été quelque chose qui a changé ma vie, moi, de mon côté, c'est de mieux respirer. Parce que si tu es tout le temps en mode survie, et beaucoup d'humains vivent en mode survie toute la journée, mais ton corps, lui, il est tout le temps dans son système nerveux qui a besoin de réagir, qui est en mode survie. Donc, on appelle ça le système nerveux sympathique. Quand on est dans un moment de mieux-être, on est dans le système nerveux parasympathique. Et le système nerveux, lui, recherche son homéostasie. Donc, ce que ça veut dire, si tu es tout le temps en mode survie dans le système nerveux sympathique, bien, ton corps, lui, il y a un moment donné qu'il va faire un petit shutdown en disant tu penses que tu contrôles, mais regarde, moi, je vais te montrer l'inverse. Et on devient extrêmement fatigué vers la fin de la semaine. Tu te dis, il me semble que j'ai plus d'énergie. Mais ça, c'est parce que peut-être tu as été en mode survie toute ta semaine. Tu ne manques pas d'énergie parce que tu en fais trop. Tu manques d'énergie parce que tu ne fais pas assez de ce qui t'énergise.
Donc, le yoga, pour moi, ça a été une façon d'aller recharger mes batteries et de me réénergiser en studio, avec ma prof en privé. J'ai voulu tout découvrir, tout comprendre du yoga parce que ça m'apportait tellement de bienfaits et j'avais l'impression de me transformer. J'avais l'impression de devenir une autre version de moi-même qui arrêtait de penser juste à la performance puis aux résultats qu'elle avait à atteindre parce que je te fais qu'il y avait énormément de succès dans mon travail et je me définissais par ce succès-là dans le travail. Maintenant, je me définis comme un être complet dans différentes sphères de vie. Le succès, c'est pas juste le travail. Le succès, c'est tes relations autour de toi, c'est comment tu prends soin de toi, c'est ta famille, c'est tes relations amoureuses. Tu sais, le succès a différentes sphères. C'est pas juste le travail. Donc, la mode de ce moment-là avait à l'apprendre. Ce que j'ai fait après les cours de yoga, c'est qu'en 2018, j'ai ressenti un appel, une intuition vraiment forte d'aller à Bali. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment envie d'aller à Bali. Je savais que le yoga était très populaire à cet endroit-là et que j'allais découvrir, selon moi, peut-être un yoga un peu plus traditionnel. Le yoga vient de l'Inde. J'en parle un peu plus tard dans le podcast. Mais Bali, pour moi, c'était une place emblématique par rapport au yoga. Donc, j'ai voulu voyager, pack-sac, et découvrir Bali. Ce que j'ai fait à Bali, c'est que je me suis créé ma propre retraite de yoga. J'ai sorti tous les studios de yoga qu'il y avait. J'ai fait différentes îles aussi parce que Bali, c'est une île de l'Indonésie. Donc, je suis allée voir 2 autres îles pas trop loin et j'ai essayé des studios de yoga. Ce que je cherchais, c'était un endroit où j'allais pouvoir faire ma formation professorale. Et souvent, les écoles de yoga plus connues, traditionnelles, ben, vont aussi offrir une formation de prof. Donc, j'avais envie d'aller les découvrir et voir c'est qui se cache derrière les studios. Fait que je me suis fait ma propre retraite de yoga, 2-3 cours par jour et je découvrais des nouveaux studios. J'ai adoré ce voyage-là qui a été transformateur pour moi. Il y a différents moments dans notre vie qui nous transforment. Celui-ci, pour moi, ça a été assez important. Et finalement, j'ai réalisé que ma formation de prof, je préférais la faire au Québec. Donc, il y en a qui vont aller à l'extérieur faire leur formation de prof. Aussi, par enjeu de temps, c'était plus difficile pour moi de partir un mois dans le travail que j'avais parce que j'avais une grosse équipe. J'étais gestionnaire, il faut se le rappeler. Fait que même à Bali, je suis partie, je me souviens plus du nombre de jours exactement, mais c'était pas un long voyage, même si c'était un long vol. Je pense que c'était 2 semaines avec un week-end de plus, quelque chose comme ça, mais c'était pas un mois. Puis une formation de prof, quand que tu le fais en immersif, intensif, c'est un mois. Tandis qu'au Québec, il y a une école de formation, je peux la nommer, c'est Juna Yoga, c'est là que j'ai fait ma formation, qui offrait une formule avec 2 fois 10 jours, un 10 jours en hiver et un 10 jours en été. Donc, ça se faisait bien pour moi, une semaine plus coller les week-ends. J'étais capable de gérer ça avec mon horaire, avec le travail. Et aussi, ce que j'aimais, ça c'est mon choix personnel, c'est que de faire une formation au Québec, bien, c'est dans l'environnement du Québec, donc dans celui que je veux intégrer ma pratique de yoga. Donc, pour moi, je trouvais que c'est plus réaliste de faire du yoga en hiver, quand il fait moins 40, pareil, puis de trouver tes outils internes. Bref, c'est sûr que c'est super paradisiaque d'aller faire ça à Bali, mais moi, pour moi, c'est une belle formule de le faire au Québec et j'ai adoré ma formation de prof. C'est pendant ma formation de prof que j'ai quitté aussi ma carrière corporative. Ça me donnait des nouveaux outils, le courage que j'avais besoin. Et dans une formation de prof, oui, on fait du yoga, mais on fait énormément de développement personnel. On libère des pensées limitantes. Il y a des grosses prises de conscience. Si tu as déjà fait une formation de prof et que tu m'écoutes, on en vit des émotions parce que tu fais des prises de conscience sur ta vie, sur ce que tu veux vraiment. Donc, c'est quasiment une formation de développement personnel, plus des postures de yoga. Donc, j'ai fait ma formation en 2019 et depuis ce temps-là, je suis allée me chercher d'autres certifications dans d'autres écoles aussi. Je suis allée me chercher une certification pour enseigner la méditation également parce que je crois que c'est des outils mieux-être qui t'aident dans ton quotidien. Et même, ce que je vois de plus en plus, c'est que les gens performants ont souvent ces outils-là. Des fois, ils n'en parlent pas, mais tu vas peut-être le voir qu'ils font de la méditation, ils font de la visualisation ou peut-être qu'ils prennent soin du corps avec le yoga aussi. Ceci dit, en 2019, j'ai fait ma formation de prof et je ne pensais pas enseigner. Il faut se rappeler que moi, j'ai ma carrière corporative, je suis une gestionnaire et j'avais des idées préconçues par rapport au yoga. Je le faisais pour moi, pour approfondir ma pratique, mais quand on s'est présenté dans la classe là, avec les personnes qui faisaient la formation de prof, mais moi, j'ai dit, je ne pense pas enseigner. Ce n'est pas l'objectif de pourquoi je fais cette démarche-là, mais je la fais pour moi et je ressens que j'ai besoin de la faire. Donc, je m'écoute et je le fais.
Ensuite, 2019, pas longtemps après, ben, on sait ce qui est arrivé, hein, il y a eu quelque chose de mondial. Donc, dans les circonstances qu'on était avec, comment on appelait ça déjà, le confinement, ouais, on dirait que c'est loin, hein, quand on y pense. Mais avec le confinement, je voyais un besoin criant des gens de prendre soin d'eux. On changeait le monde dans lequel on était habitué d'être, les paradigmes changeaient, on avait un sentiment de ne plus contrôler ce qu'on pensait contrôler. Et j'ai ressenti un nouvel appel qui était d'enseigner. Donc, j'ai créé des cours en ligne, je me suis mis à enseigner en ligne. J'étais encore dans une transition, là, on se souvient à ce moment-là. Fait que j'ai juste senti cet appel-là tellement fort que je me suis mis à enseigner. Et en 2021, j'ai dit, je lance une retraite. Première retraite de yoga, formule été, en plein air. J'ai créé la retraite que moi, j'avais envie de vivre et qui n'existait pas. Et c'est souvent ça, un projet entrepreneurial, tu vis ce que tu as envie de vivre. Et peut-être que ça n'existe pas à l'image et à la couleur que tu veux la vivre parce que c'est toi qui as à créer ce projet-là. C'est ce qui est arrivé. J'ai créé ma première retraite. Depuis ce temps-là, là, on se parle, on est en mai 2024. J'ai fait 6 retraites que j'ai organisées par moi-même avec des groupes tout le temps différents, des couleurs différentes, des thématiques différentes, des endroits différents. Donc, j'ai créé 6 retraites. J'en ai une 7e qui s'en vient au mois de juillet et une 8e au mois d'août. Pourquoi je te dis ça? C'est que quand je regarde, moi, j'ai les photos de chaque groupe des retraites sur mon mur. Et quand j'ai lancé ma première retraite, j'avais peur de ne pas avoir de monde. J'avais un certain syndrome d'imposteur, de dire, ben voyons, tu sais, je suis qui? Est-ce que ça va fonctionner? Puis la première retraite, les filles, c'était que des femmes à ce moment-là. Là, maintenant, c'est des retraites mixtes. Mais ça a vraiment bien répondu à l'appel. On était 24 et j'étais impressionnée de voir ce groupe-là. Plusieurs personnes qui ne me connaissaient pas. Je me suis dit, OK, il y a vraiment un besoin d'avoir des espaces comme ça. Et à chaque fois, on a des groupes d'une vingtaine de personnes, 24. J'en ai fait une au manoir, on était 32, avec des hommes aussi. Donc là, on avait 6 hommes à la dernière retraite, des couples qui viennent, des gens qui ont envie de vivre quelque chose de différent, une expérience différente. Puis si ça t'appelle, ben, tu vas pouvoir m'écrire, je vais pouvoir t'envoyer toutes les informations. Si tu m'écoutes après l'été, sache qu'il y a d'autres retraites aussi qui vont venir à l'automne, à l'hiver, l'été prochain. Donc, c'est mon chapitre pour les retraites. Ça a fait partie de ma vie au début comme un projet de week-end et maintenant, ça fait partie de mon entreprise. Donc, des fois, on lance un projet, on ne sait pas ce que ça, ça va donner, mais aujourd'hui, je suis vraiment très fière de ces retraites-là parce que je l'entends que c'est extrêmement transformateur. Depuis la retraite de janvier, j'ai une auditrice qui va nous entendre aussi, qui m'a partagé que depuis cette retraite-là, elle prend soin d'elle à tous les matins. Elle se lève plus tôt. Elle se lève à 4 heures du matin pour faire de l'entraînement, pour faire son yoga, de se mettre en priorité. Et c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait par le passé. Et il y a beaucoup de choses qui se sont placées aussi au niveau des rêves. Donc, en couple, ils ont décidé de créer quelque chose de nouveau, un rêve qu'il y avait, un investissement immobilier. Bref, pourquoi je te dis ça? C'est que des fois, c'est l'élément déclencheur qui va t'aider aussi à reconnecter à ta petite voix à l'intérieur de ce que tu as envie de vivre, qui va t'aider à avoir des nouveaux outils aussi, parce que je parle énormément de mieux-être. On fait du yoga, on fait de l'entraînement, puis tu te sens tellement bien quand tu sors de là que tu as envie de continuer aussi. Moi, mon optique au niveau des retraites, c'est que je veux pas que tu termines une retraite, exemple, quand tu viens, puis tu retournes dans ton quotidien d'avant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'améliore, il faut que ça change. Donc, ça, c'est pour les retraites. Et depuis ce temps-là, ben, comme je disais, j'ai plein de bienfaits au niveau d'être plus dans le moment présent, d'être plus en pleine conscience, d'avoir une meilleure gestion émotionnelle. Donc, voilà, c'est ça pour moi le yoga, c'est de mieux m'aligner dans ce que je veux. On parle souvent de mind, body and soul. Donc, autant au niveau du corps, l'esprit, l'âme, de pouvoir harmoniser tout ça ensemble. J'ai posé la question aussi sur mes réseaux sociaux ce matin, de compléter la phrase pour moi, le yoga, c'est. Et je veux donner quelques réponses que j'ai reçues depuis ce matin. Donc, Émilie nous dit, c'est un moment pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Donc, on parle d'équilibre. J'aime ça. Anastasia qui a dit, c'est de sortir de ma tête où tout va vite et de me recentrer ici et maintenant. Donc, le yoga, pour elle, c'est ça. C'est de la souplesse. C'est aussi de se recentrer dans le moment présent. C'est l'équilibre du corps et de l'esprit. Hélène qui a dit, c'est quelque chose qui semble bien cool, mais compliqué. Donc, j'y reviens aussi tantôt au niveau des mythes.
Karine qui dit « C'est une nouvelle façon de m'entraîner quand je veux de la douceur et me recentrer. » Il y en a vraiment plusieurs. Gio qui a dit « Quelque chose que je n'ai pas vraiment essayé, mais toujours voulu découvrir. Mais quand je vois les pauses, j'ai déjà mal au dos à penser de l'essayer. » Donc, je vais y aller tout de suite avec les deux phrases que j'ai qui me sonnent un peu comme un mythe, dont celle-ci, la dernière que je viens de dire. Quand je vois les pauses, j'ai déjà mal au dos à penser de l'essayer. Donc, moi, je vois ça comme un mythe parce que si tu crois qu'il faut que tu t'adaptes au yoga et faire des postures hyper flexibles, tu sais, on voit des backbends, des fois des extensions au niveau du dos, puis là, ben, c'est là probablement qu'ils pensent déjà que ça peut faire mal au dos. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le yoga, c'est pas toi qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à toi. Depuis que j'ai commencé à enseigner, j'ai enseigné en studio, j'ai enseigné à des personnes âgées, dans une résidence en personnes âgées, dans un étage des personnes en fin de vie, entre autres. Donc, il y avait 3 étages différents, j'ai enseigné aux 3 étages. J'ai enseigné à des enfants, j'ai enseigné à des athlètes, j'ai enseigné à des gens qui voulaient se remettre en forme, j'ai enseigné à des débutants. Ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'âge ou il n'y a pas de corps type pour faire du yoga. Si tu veux vivre le yoga, tu dois respirer à travers des mouvements, peu importe jusqu'où tu vas. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas dans une approche qui est très rigide. Pour moi, le yoga avancé, c'est si tu respires pendant tout le long de ton cours, tu fais du yoga avancé. Ensuite, je réponds à la phrase d'Hélène qui dit « C'est quelque chose qui semble bien cool, mais compliqué. » C'est tellement plus simple qu'on le pense faire du yoga. C'est tellement, tellement simple. Peut-être juste que tu regardes des postures encore là qui ont l'air avancées, mais si tu prends le temps de le vivre, tu vas voir qu'en différents cours, tu vas comprendre des postures qui reviennent tout le temps, le chien tête en bas qui revient tout le temps. Puis au début, c'est une posture qui te demande beaucoup d'énergie. Puis après ça, ça devient une posture de transition. Donc, tu vas même pouvoir te recharger à travers différentes postures que tu vas avoir souvent l'occasion de faire. Donc, pourquoi je te dis ça, c'est qu'il y a plusieurs mythes au niveau du yoga et c'est ça que j'avais envie de te parler. C'est que des fois, on entend qu'il faut être flexible pour faire du yoga. Mais c'est pas le cas. Moi, j'étais rigide comme une barre. J'avais jamais fait de danse, j'ai pas fait de gymnastique, j'ai pas fait de discipline qui pourrait ressembler au yoga. Donc, aujourd'hui, je me considère plus flexible, mais c'est pas encore là l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de prendre un moment de mieux-être. Et si tu développes ta souplesse et ta flexibilité, c'est comme le bonus. Tu te sens fier parce que tu dis « Ah oui, je me suis rendue là », mais c'était pas l'objectif à la base. Donc, il n'y a pas de comparaison yoga. Moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est quand tu es sur ton tapis, exemple, dans un cours, fais-toi pas que les gens ne vont pas te regarder. Souvent, là, on pense quand on commence, on dit on va aller dans le fond du cours parce que dans le fond de la classe, comme ça, il n'y a pas personne qui va me regarder. Mais tout le monde est déjà concentré à se dire mais là, je suis correct, je fais la bonne chose au début. Puis après ça, tu es tellement dans ta bulle autour de ton tapis qui est juste à toi, ta bulle. Fait que tu n'as pas le temps de regarder les autres. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais enlever au niveau du mythe il faut être flexible ou il faut déjà être bon. C'est tellement pas le cas. C'est très inclusif aussi. Tu vas voir quand tu arrives dans un cours de yoga, tu vas le mentionner que c'est peut-être ta première fois et c'est toujours un honneur pour un prof d'enseigner à quelqu'un que c'est sa première fois parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Souviens-toi de ton premier cours si c'est le cas pour toi. Moi, je me souviens d'une prof que j'ai vraiment adorée au début et j'aimais juste ce qu'elle dégageait. J'étais là, oh wow, ça a l'air tellement agréable. Je ne l'ai pas retrouvée, elle s'appelle Sophie. Elle enseignait à Longueuil, mais c'est une prof que j'ai vraiment adorée qui m'a fait aimer le yoga. Donc maintenant, je suis contente quand je suis la personne qui fait découvrir le yoga à une personne qui n'en a jamais fait. Ce que j'entends des fois au niveau du yoga, c'est ben moi, je ne suis pas capable d'arrêter de penser. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faudrait faire le vide, la vacuité, d'avoir l'effet de vide. Tu n'as pas besoin d'avoir à arrêter de penser. Encore là, ça va venir parce que tu vas observer tes pensées sans t'y attacher. Je sais que ça a l'air compliqué comme ça si c'est la première fois que tu entends ça, mais ça devient un mécanisme naturel. Puis tu pourras continuer de penser à longueur de journée, mais quand tu arrives sur un tapis de yoga, tu n'es plus dans ta tête puis tu n'as pas à penser parce que tu penses à respirer puis tu penses à faire tes mouvements. Donc, je trouve que c'est un bel outil. On entend des fois le yoga, c'est une secte ou c'est une religion. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une secte, c'est pas une religion. Je pense que comme n'importe quoi, quand quelqu'un aime quelque chose, il va t'en parler davantage. Fait
peut-être juste que c'est ça que tu as ressenti. Peut-être que le home à la fin t'a fait peur. Tu as déjà entendu. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast que moi-même, première fois, je suis oh my God, c'est quoi ça? Et après ça, j'ai compris que c'est bon pour toutes les bonnes vibrations, autant internes qu'externes, que ça a un effet beaucoup plus grand. Ensuite, le yoga est juste paisible et tranquille. Non, ça peut être super dynamique si tu penses que c'est vraiment juste d'être calme tout le temps. Il y a des types de yoga qui sont beaucoup plus dynamiques. Ensuite, il y en a qui vont penser que c'est juste pour les filles. Il y a souvent plus de femmes dans un cours de yoga. Dans mes retraites aussi, même depuis que c'est mix, il y a plus de femmes. Mais les hommes, vous êtes vraiment bienvenus, vraiment. Maintenant, pour te parler de l'histoire du yoga, ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga a été inventé depuis des milliers d'années avant notre ère. Donc, on parle des fois de 1500 ans à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait longtemps que le yoga existe et c'est une tradition qui a continué à travers le temps, qui a évolué et qui a aussi pris différentes tendances dépendamment de où ce qu'on habite. Exemple, le yoga en Inde va être différent du yoga qu'on a ici dans notre société plus nord-américaine. Donc, pourquoi que je te dis ça? C'est que le yoga a été pensé, réfléchi au niveau des postures. C'est quelque chose qui continue à travers des siècles et des siècles. Fait que je trouve que c'est aussi rassurant de voir que c'est pas nouveau, même si des fois tu peux avoir l'impression que c'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle mode, mais c'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps, puis qu'il y a une raison d'être aussi, qu'il y a une raison qui a prouvé ce qui fonctionne vraiment avec le yoga. Je pense que chaque personne doit en faire l'expérience pour le comprendre, parce que tu aurais beau lire ça ou le savoir d'une façon plus rationnelle, c'est tellement une pratique qui est dans le ressenti que c'est difficile de juste être dans le rationnel. On sort de la tête justement avec le yoga, on est beaucoup dans le corps. Fait que, ce que tu peux savoir, c'est que les yamas et les niyamas, qui sont un peu comme les règles éthiques du yoga, ce qui fait que c'est plus qu'une pratique physique de ton corps. Tu vas pouvoir approfondir même, c'est complètement du développement personnel, différentes façons de voir la vie. Fait que quand que tu prends une formation de prof, par exemple, au niveau du yoga, on va enseigner, on va apprendre les yamas et les niyamas. Je te donne quelques exemples juste pour te dire quel genre de philosophie qui va gravir autour du yoga. Fait qu'on parle, exemple, de Ahimsa. Ahimsa, c'est le premier des 5 yamas. C'est la non-violence en pensée, en parole et en action, conduisant à l'amour inconditionnel. Donc, comme je te dis, c'est une règle de conduite, mais la non-violence, qui est contre ça, hein? Ça fait tellement du bien autant pour soi que pour les autres. Fait que ça, c'est un exemple. Ensuite de ça, il y a Satya qui est au niveau de la vérité. Il y a Asteya qui est l'honnêteté. Il y en a différents. Puis, je t'invite à approfondir ça si c'est quelque chose qui te plaît. Mais ce que je voulais te dire à travers ça, c'est que des fois, on pense que c'est juste les postures, juste les asanas, mais c'est une philosophie aussi, le yoga. Donc, ton enseignant sur le tapis a appris ces philosophies-là et devrait les vivre. C'est un modèle de cohérence habituellement quand tu enseignes, pareil comme les coachs, tu t'attends que la personne elle vive avec cohérence avec ces principes-là. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de te parler au niveau du yoga pour la culture qui est plus complète. Tu vas voir différents noms avec différents types de cours. Puis là, je vais te parler des noms plus classiques. Chaque enseignant de yoga peut aussi mettre son propre nom de type de yoga selon sa créativité. Mais traditionnellement, ce que tu peux voir, le plus classique, c'est le Hatha Yoga, qui va se concentrer beaucoup sur les postures et la respiration. C'est souvent le type de cours qui correspond le mieux aux débutants parce que c'est un cours où on va faire les postures de façon un peu plus lente que dans un vinyasa, par exemple. Donc, on peut rester dans une posture quelques respirations avant d'en faire une autre. Fait que ça, c'est le Hatha Yoga qui est vraiment le classique au niveau du yoga. Ensuite, c'est le Vinyasa que moi, j'aime beaucoup aussi, qui est un style plus dynamique. Ça va être des enchaînements où ce qu'on voit dans le fond, un mouvement, une respiration. Un mouvement, une respiration. Souvent, on va entendre exemple, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire en flexion. Inspire, les mains sur les tibias, le dos droit. Expire en flexion, jambe droite derrière. Inspire les bras vers le ciel. Donc, tu vas voir, il y a vraiment un enchaînement, un flow qui se crée. C'est dans le Vinyasa que tu vas pouvoir voir ça. Ensuite de ça, on voit beaucoup le Bikram Yoga qui a été super populaire, qui est dans le Hot Yoga. Donc, on s'attend qu'il fasse chaud dans cette pièce-là. Puis, on parle d'environ 40 degrés Celsius, donc tu peux t'attendre à suer dans ton corps. Tu vas pouvoir aller un peu plus loin dans tes étirements. Il faut aussi faire attention à ça, vraiment être dans l'écoute du corps. Mais le fait que le corps soit réchauffé, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin.
Souvent, dans le Bikram yoga, ben, ça va être des séries plus spécifiques de différentes poses au niveau de la flexibilité, la détoxification. Fait qu'il y a une série de poses plus spécifiques avec le Bikram yoga que tu vas retrouver dans d'autres cours aussi. Mais pourquoi je te dis ça, c'est que, exemple, dans le Vinyasa, moi, j'ai un livre qui est pas trop loin, je peux te le montrer pour ceux qui écoutent en vidéo, mais c'est 2100 asanas. Donc, il y en a beaucoup. Là. Des asanas, c'est des postures, on se le rappelle. Fait que 2100 postures. Puis dans le Bikram, on dit qu'il y en aurait comme environ 26, parfois plus, dépendamment de ton prof aussi, parce que chaque prof a sa propre créativité, sa propre couleur. Fait que c'est quand même quelque chose à garder en tête. Si tu as essayé une fois le yoga avec une personne puis tu as moins aimé ça, abandonne pas, va juste voir un autre prof. Ça se peut que ça soit dans son énergie qui a moins cliqué avec la tienne, ou le type de yoga, ou peut-être le studio aussi fait la différence. Il faut que tu te sentes bien dans cet espace-là. Tu peux en faire à la maison aussi. Il y en a sur YouTube, il y en a sur des plateformes d'entraînement. Donc, sache que c'est un peu comme n'importe quoi. Si tu n'as pas aimé ça la première fois, ça ne veut pas dire que tu n'aimeras pas ça les prochaines fois. Peut-être juste que ce n'était pas celui qui était adapté pour toi. Puis ce qui arrive aussi, c'est que dans un premier cours, ça se peut que tu sois déjà en train de déconstruire certaines pensées, certaines croyances, ou que tu es en jugement envers toi-même. Ça, je l'entends, je le vois, c'est ah non, c'est bien trop difficile, c'est trop long, je suis pas capable. Je suis pas... Puis là, le hamster, là, il commence dans la tête puis il n'arrête pas. Ben, c'est ça qui est en résistance en ce moment et qui est à laisser aller. Fait qu'au-delà du corps physique, il y a aussi le corps mental qui va pouvoir se déposer aussi au fur et à mesure des cours de yoga. Ensuite de ça, il y a le yin yoga. Le yin yoga qui est beaucoup plus doux, méditatif. Ça va être des postures au sol. Donc, il n'y aura pas de guerrier ou de posture debout. Il n'y aura pas de posture d'équilibre. Ça va être vraiment des postures au sol où ce qu'on va tenir les postures généralement de 3 à 5 minutes, parfois même plus. Donc, ça va venir cibler les tissus conjonctifs, améliorer la flexibilité. C'est un type de yoga qui est vraiment calme, vraiment, vraiment doux. Il y a même celui après qui est le yoga nidra. Donc, tu peux voir ça des fois yin et nidra. Nidra, on appelle ça, c'est le yoga du dodo. Fait que tu as l'impression de t'endormir, tu es comme entre le sommeil et l'éveil, mais vraiment dans un état qui fait énormément de bien, qui vient te recharger, te régénérer les batteries. Fait que ça, c'est du yoga qui est vraiment très doux, qui n'est pas très actif. Fait que par rapport à la croyance que je disais tantôt, le mythe de c'est très actif, mais il y a d'autres types de yoga qui sont vraiment en douceur. Tout ce qui est restauratif aussi, tu vas pouvoir voir ça qui va ressembler aussi au yin et au nidra. On entend parler aussi du kundalini, qui est un yoga qui va être plus dans une pratique spirituelle, afin d'éveiller l'énergie spirituelle qu'on appelle le kundalini. Puis le kundalini, c'est dans la base de la colonne vertébrale, fait qu'on va venir générer une énergie. Ça, c'est pas ma pratique à moi, ce que je suis spécialisée, mais que je connais un petit peu. Donc, sache aussi que chaque prof a probablement ses propres préférences. Donc, il y a des choses qui vont enseigner davantage. Moi, j'enseigne beaucoup le Hatha et le Vinyasa. Et tout ce que tu entends en termes de prana flow ou de flow, quand il y a le mot flow, habituellement, c'est beaucoup dans le Vinyasa. C'est des enchaînements un petit peu plus dynamiques, plus rapides. Donc, ça, c'est pour les types de yoga. Comme je dis, il y a d'autres noms, il y a peut-être d'autres choses que tu as entendues. Rien de mieux que de demander aussi à l'enseignant, c'est quoi sa pratique de yoga, c'est quoi son approche. Elle va pouvoir te le dire. Puis, sache aussi que si jamais tu as des blessures, des limitations, c'est tellement important de le dire à ton prof. Si tu es enceinte, si tu penses être enceinte, c'est important de le dire parce qu'il y a certaines postures que tu n'iras pas, que tu n'iras pas aussi loin. Exemple, avec les femmes enceintes, on ne fera pas de rétention d'air. On voit ça des fois dans la respiration, de retenir la respiration à poumon plein, la retenir à poumon vide. C'est des rétentions, des kumbhaka qu'on appelle. Donc, ça, on ne le recommandera pas du tout à une femme enceinte. Donc, il y a des choses comme ça qui sont importantes à savoir. Puis, c'est toujours de le mentionner. Tu sais, ton enseignante est là pour t'accompagner dans cette expérience-là. Donc, c'est pas complexe. C'est juste de pouvoir nommer ce qui est là. Donc voilà, j'espère que ça t'a éclairé sur le yoga. Si tu as des questions, s'il y a des partages, s'il y a des choses que tu aimerais me mentionner, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux m'envoyer un message. Mon lien est directement dans la description du podcast. Et je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.